Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Petit blind test, qui se cache derrière on y va, corruption, nostalgie pour le Troisième Reich, trahison des intérêts nationaux, politique anti-russe. Je suis sûr que beaucoup diront la France et en partie ils auront raison, mais il s'agit de l'Ukraine. L'Ukraine qui à toute seule incarne parfaitement les valeurs de la déconstruction européenne. Il faudrait soumettre au peuple de ce pays la solution salvatrice qu'est un CNT. Fort de ses statuts juridiques, la France libre, le Conseil national de transition canal historique met en œuvre un changement profond 3 fois par semaine justement avec cette émission en vous tenant informé de l'avancement de ses travaux. Bonsoir à vous, bonsoir Bruno, bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Yota et bonsoir à vous qui nous suivez. La France libre, ça démarre maintenant. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, nous avons la joie d'accueillir à nouveau, après un bref passage à vide, ou sans lui en tout cas, donc Bruno qui est parmi nous ce soir et qui a une déclaration à nous faire d'entrée de jeu. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Philippe, je suis très content de revenir parmi vous parce que suite à un séjour d'une quinzaine de jours dans une clinique où j'ai été opéré, eh bien, j'ai mis à profit cette période où je ne pouvais pas travailler pour lire et relire le merveilleux livre de Yota, La démocratie assassinée des Fialtis, dans lequel j'ai fait une synthèse, j'ai repuisé un certain nombre de choses importantes qui m'ont sauté aux yeux par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à l'époque de la vraie démocratie athénienne, la justice était exercée par tous les citoyens. Quand il y avait quelqu'un à juger, il y avait des milliers de personnes qui étaient tirées au sort et qui devenaient juges. Alors que dans notre pays, il y a déjà bien longtemps que la justice n'exerce plus son rôle. Et quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe, la situation actuelle et la situation passée, quand on prend du recul, on s'aperçoit que la faute est en grande partie due à la justice. La justice qui n'effectue pas du tout son rôle, la justice dont les juges qui connaissent la loi ne la respectent jamais et ne s'élèvent jamais quand il se passe quelque chose qui contredit soit la Déclaration des droits de l'homme, soit carrément la Constitution, soit carrément les droits des citoyens. Il y a énormément d'exemples à ce niveau-là. Et là, pendant mon séjour en clinique, j'ai rencontré un certain nombre de soignants avec qui j'ai parlé et qui ont tous vécu, notamment la période Covid, d'une manière vraiment dramatique et qui ne supportaient pas de voir leur liberté mise à l'épreuve. Et pendant cette époque, pendant cette période, les juges étaient étrangement silencieux. De même qu'en 2005, et en 2008, quand le référendum sur la Constitution européenne a été violé d'une manière officielle par Sarkozy, les juges, on les a pas entendus. Même le juge suprême, soi-disant, du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius, qui d'ailleurs avait été jugé responsable mais pas coupable au moment de l'affaire du sang contaminé, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à exercer ses fonctions politiques, eh bien, le Conseil constitutionnel est resté quoi? Il n'a rien dit. Alors que c'était la plus grande violation de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme qui ait jamais existé. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans la société actuelle, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler d'un certain nombre d'événements qui se passent, notamment ce gendarme et cette petite fille qui ont été lâchement assassinés par des chauffards, en fait. Et la faute à qui? La faute à la justice, qui n'a pas non plus, là aussi, respecté son rôle, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. À l'opposé, la justice n'a pas beaucoup bougé non plus quand un certain nombre d'individus de la milice de Macron ont éborgné des gilets jaunes avec des LBD. Là aussi, on n'a pas entendu les juges. Donc, des deux côtés, il y a eu des problèmes. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de la justice française, qui n'est pas indépendante, mais qui non seulement n'est pas indépendante, mais en plus est politisée. Il suffit de voir le fameux syndicat de la magistrature avec son fameux mur des cons. On est dans un système où la justice non seulement n'effectue plus son rôle, mais à la botte de pouvoirs politiques et dont les juges ne sont jamais condamnés pour les actions néfastes qu'ils peuvent faire et qui se croient vraiment au-dessus de tout. Le pouvoir des juges est devenu la pire partie du système actuel qui empêche la vraie démocratie de s'exercer. Alors c'est pour ça que nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on a tout basé sur le droit. Comme l'a dit notre avocat Maître Z,
c'est le droit qui compte avant tout. Parce que c'est le droit qui permet au peuple de pouvoir retrouver sa liberté. C'est le droit qui permet au peuple de dire ça suffit quand les lois sont violées. Et à quoi ça sert d'avoir une déclaration des droits de l'homme? À quoi ça sert d'avoir une constitution si sans arrêt elle est violée par l'oligarchie? Donc, c'est pour ça que nous, au Conseil national de transition français Canal Historique, au moment de la transition, nous exécuterons un audit pour pouvoir déterminer quelles sont les responsabilités de chacun des membres de l'oligarchie ou des politiciens, qui auront nui à notre société. Et contrairement à ce que certains lanceurs d'alerte ou certains partis politiques voudraient faire en se référant à Robespierre et en faisant refonctionner la guillotine, c'est-à-dire une justice expéditive et aveugle, eh bien nous, au Conseil national de transition français Canal Historique, on veut que la justice soit exercée par le peuple souverain et d'une manière honnête, claire et compréhensible et accessible et acceptée par tous. Voilà ce que je voulais dire à la sortie de mon séjour hospitalier qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les événements et sur la société actuelle. Bah oui, on voit ça, Bruno. Mais je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit, parce que pour la justice, effectivement, moi nous considérons au sein du CNTF-CRH que la magistrature est le bras armé de l'exécutif désormais, ni plus ni moins. Car l'exécutif décide et la justice s'adapte pour faire en sorte que les choses aillent dans le sens de l'exécutif. C'est ça qui est encore plus grave que le simple fait de ne pas faire son travail, c'est de devenir le bras armé, d'avoir abandonné son pouvoir au profit de l'exécutif. Donc c'est ça qui s'est passé également, hein. Voilà, donc c'était ma seule remarque. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui sont sur le net, dont on voit des lanceurs d'alerte, dont tous ne sont pas pertinents, je trouve personnellement. Je veux faire le procès de personne, d'autant qu'ils sont censés être de l'autre côté et être bien intentionnés, mais quelquefois avec les meilleures intentions, on se trompe soit de cible, soit d'objectif, et il faut être prudent là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère. Voilà. Et si vous voulez bien, on va passer tout de suite à l'actualité en images. Vous allez voir, c'est un sujet relativement intéressant. J'en dis pas plus. L'actualité en images, tout de suite. Si je vous dis qu'aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà. Ce serait grave. On est dans la théorie du complot, mais j'ai du mal à y croire. Certains laboratoires pharmaceutiques créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Là, grosso modo, il s'agit de partir de quelques éléments de la réalité, c'est-à-dire quelques éléments de maladie ou de troubles qui concernent quelques personnes. Et puis il s'agit de les rassembler, de les amplifier, faire gonfler beaucoup, pour faire croire que c'est un problème grave qui concerne beaucoup de gens. Les compagnies pharmaceutiques veulent des marchés toujours plus gros. Pour y arriver, elles créent de nouveaux médicaments pour soigner des maladies. Mais une autre façon de faire, c'est aussi de créer de nouvelles maladies pour vendre leurs médicaments. Quand on n'invente plus de médicaments, on étend le marché de chaque maladie. On étend le périmètre des maladies. Mais peu de gens ont vraiment conscience que les laboratoires passent en fait leur temps à tenter de modifier la notion même de maladie. Et en fait, c'est même dans leur intérêt de façonner notre propre perception des maladies. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies. Des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Alors attention, cette émission vient d'une chaîne mainstream. L'émission s'appelle Cash Investigation. Par contre, je suis dans l'incapacité de vous dire de quand elle date. Mais en tout cas, il y a pas mal de vérité. Il y a la moitié de la vérité, pour être précis. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que il y a deux façons, et non pas une seule, d'imposer un médicament sur un marché. Il y a une des dames qui dit ça. On multiplie, on fait croire que c'est général et qu'il va y en avoir partout, donc il est urgent de se vacciner. Aujourd'hui, on n'en est plus là. La deuxième façon qui est appliquée, c'est l'obligation. L'OMS arrive en disant, mesdames et messieurs, vous allez être dans l'obligation de vous vacciner, sinon ça va mal se passer pour vous. Et là, on change de paradigme, on change d'orientation. On n'est plus sur le même plan. On est plus sur un discours commercial, marketing, dont on pourrait, à la limite, comprendre, je dirais, le déroulement, même si moralement c'est insoutenable de nous fabriquer des maladies, des demi-maladies qui nous rendent à moitié malades, mais qui vont nous coûter des médicaments à taux plein. Et là, on est dans ça a basculé. L'OMS se fait fort d'imposer des confinements, la vaccination, certains médicaments, etc., etc. À nous tous. Donc c'était la moitié de la vérité, mais cette émission doit être assez ancienne, j'imagine, parce que sinon elle aurait pris en compte ce qui se dit aujourd'hui autour de l'OMS à ces sujets-là, c'est-à-dire l'obligation de se soigner, de se confiner, de se vacciner, j'en passe des meilleurs. Le mot important, c'est obligation, alors que dans le reportage que nous voyons, c'est marketing, narratif, des choses comme ça. C'est relativement léger. C'est pour ça ce qui me fait dire que cette émission est relativement ancienne. Elle a plus de 10 ans à mon sens. Regardez les images et regardez l'âge de la présentatrice qui est Élise Lucet, je crois, et qui a fait comme nous, avec le temps, elle a pris quelques rides. Donc voilà ce que je voulais dire comme commentaire personnellement sur ce reportage. Et moi, je voudrais ajouter, pardon Sylvain. Je t'en prie, Yota. Pardon Jean-Pierre, vas-y. Vas-y, Yota. J'ai fait ça parce que sinon je vais oublier. Oui. Et moi, je voulais ajouter, Sylvain, il crée des maladies en laboratoire pour pouvoir nous les vendre. Alors imaginez-vous ce qu'ils vont faire avec nos données médicales à tous, puisque c'est basé sur la collecte des données médicales. Donc voilà. À toi, Jean-Pierre. Bonsoir, j'ai relevé énormément de mots. Alors, je vais commencer par le dernier, laboratoire. Alors, j'appelle pas ça des laboratoires, j'appelle ça des lieux de torture de la matière ou des êtres. Parce qu'il faut pas oublier que les expériences sont faites avec des animaux vivants, la plupart du temps. Donc, il y a torture sur espèce animale. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est pas un laboratoire parce que le laboratoire implique deux notions. Le labeur et l'oratoire. L'oratoire, synonyme de prière ou de faire fonctionner l'esprit, pas forcément la prière au sens où les gens l'entendent, de raconter n'importe quoi sans y penser, mais au sens de faire fonctionner l'esprit pour relier le divin au terrestre. Voilà ce qu'est un laboratoire, où on œuvre avec ses mains pour le labeur ou avec son corps, et on œuvre avec son esprit pour intégrer l'esprit dans la matière. Je rappelle la notion qui est expliquée par certains, dont Patrick Burenstein-Nass, l'âme à tiers. Et si la matière, forcément, il y a deux tiers d'autre chose, mais elle a déjà un tiers d'âme, la matière. Donc, quand on fait un boulot sans âme, on peut pas appeler ça de la science. Je parle de la maladie. Notre frère et prophète bien-aimé Jésus parlait de guérir la maladie, car il n'y en a qu'une. Les Égyptiens avaient reconnu que la maladie est l'éloignement du principe créateur et que la seule façon de recouvrer la santé, c'est de comprendre que le principe créateur ne crée pas la maladie, que c'est nous qui la créons par notre comportement inadapté. Je vais m'arrêter pour le moment, je vais prendre un peu de repos, j'ai noté tellement de mots que ça susciterait des heures de conversation. Merci de m'avoir entendu. Alors, je peux me permettre de lever la main pour reparler de cette émission, décidément. Oui, au tout début, j'avais oublié qu'il y a un monsieur qui parle de théorie du complot. Vous vous souvenez, dans l'interview au tout début, que pensez-vous si, etc. Et le monsieur répond, ce serait la théorie du complot, quoi. Or, la théorie du complot, que dit-elle? Est-ce qu'elle dit que nous sommes arrosés, si je puis dire, de médicaments qui sont envoyés par des équipes marketing des laboratoires pharmaceutiques? Non, elle dit pas ça, la théorie du complot. Elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des choses qui se passent, qui laissent penser que toutes ces obligations de vaccination, de médicaments, etc., peuvent conduire à tout simplement un génocide pour qui s'y prendrait suffisamment subtilement
pour tuer tout le monde dans un temps record, sans que personne ne se rende compte des raisons pour lesquelles ils sont morts, quoi. Évidemment, ni leurs successeurs, ni leurs frères, ni leurs sœurs. C'est ça la théorie du complot. Et la question est là, c'est est-ce que dans une troisième étape, on a vu qu'il y avait 2 étapes déjà tout à l'heure. Première étape, on agrandit le marché. Deuxième étape, on rend les choses obligatoires. Et troisième étape, on peut tout à fait envisager que dans les seringues, dans les médicaments, dans tout ce qu'on veut, il y ait des choses délétères qui, une fois que la confiance est bien établie entre les laboratoires et les consommateurs, bien établie, hein, comme c'est le cas maintenant, eh bien, du jour au lendemain, tout devienne très dangereux. Simple hypothèse. Si ça n'était qu'une hypothèse, ce serait déjà une hypothèse qui ferait frémir. Mais là, on est carrément dans la bascule depuis qu'on nous envoie des obligations de quelque chose par rapport à notre corps et à notre santé. Et ça devient très malsain. Voilà. Eh bien, nous allons passer au sujet du jour qui forcément a un petit rapport avec l'actualité. Les événements actuels nous permettent de dire que Libération à marche forcée. Et je vais laisser Philippe nous expliquer la teneur de ses propos. Ah oui, je fais beaucoup de personnes qui ont été un petit peu surprises par le thème. Libération en marche forcée, c'est que parmi toutes ces nouvelles qu'on vient de traiter, la vaccination obligatoire, les choses un petit peu dures, eh bien, il y a quand même des raisons d'espérer, d'autant que parallèlement, il semble bien qu'en observant les choses, il se passe autant de choses potentiellement négatives qu'il s'en passe de positives et que tout s'accélère. C'est les 2 phénomènes. C'est-à-dire que tout s'accélère, on a l'impression que les choses... Monsieur Macron nous disait blanc hier, après le lendemain il nous disait noir, notamment en ce qui concerne l'intervention des troupes françaises en Ukraine. Tiens, bizarre, qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Ce serait intéressant de le savoir. Pour l'instant, on n'a pas droit à connaître les arcanes qui font qu'un jour un président de la République française dit on y va, et le lendemain il dit on n'y va plus. On a vécu ça avec Monsieur Hollande, souvenez-vous, au temps de Monsieur Obama, et concernant la Syrie, on devait y aller, hein, puis envoyer la purée si jamais les Syriens ne respectaient pas leurs accords. Les Syriens n'ont pas respecté les accords, et puis au dernier moment, Monsieur Obama a dit non, on n'y va pas. Pourquoi? On n'a jamais su pourquoi. Donc, il y a forcément dans cette balance de justice, dans cette balance de démocratie, dans cette balance d'existence de l'humanité, il y a forcément des forces positives et des forces négatives qui s'affrontent. Nous avons l'impression que pour l'instant, les forces négatives l'emportent, évidemment, puisqu'il y a un déséquilibre, une sorte de maladie de la société qui s'est établie chez nous, avec des doutes, avec des questions posées par tout le monde, sans réponse. Ceux qui continuent de croire et de faire confiance dans le système, et ceux qui se disent, mais finalement, peut-être que le système, il faut peut-être bien en changer, quoi, parce que là, ça va pas, quoi. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, on en est à je sais plus combienième jour de consultation de Monsieur Macron pour savoir qui sera Premier ministre, alors qu'il est peut-être déjà le cas. M. Cazeneuve a-t-il été choisi définitivement? Je n'en sais rien. Nous enregistrons à ce moment-là. Mais bon, ça aura duré un certain temps, comme dit l'autre. Hein. Et ce temps, pourquoi existe-t-il? Parce qu'il y a des hésitations. Pourquoi y a-t-il des hésitations? Parce qu'il se passe des choses en haut qui sont très graves. Alors, comment dirais-je, les choses qui se passent, je vais essayer d'être un petit peu plus clair. La libération à marche forcée, c'est quoi? C'est quand des choses se passent et qu'un jour succède à l'autre avec sa nouveauté et avec des choses qui sont bizarres, quoi, et qui vont dans le sens, après analyse, qui vont dans le sens de nos intérêts. Voilà. Alors, on peut parler de différents cas, hein. J'en vais citer des exemples. Mark Zuckerberg, tout le monde sait qui est Mark Zuckerberg, on le rappelle quand même. C'est le patron de Facebook et de Meta, qui est la société mère de Facebook. Je rappelle à toutes fins utiles. Il reconnaît avoir cédé aux pressions de l'État profond pour supprimer du contenu et appliquer une censure. Il le reconnaît. Alors qu'il y a encore pas si longtemps, il était droit dans ses bottes en disant je fais ce que je veux, je vous enquiquine et je reconnais rien du tout, quoi. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Monsieur Biden, président en poste, autorise tous les étrangers à voter. Est-ce que c'est une réaction de panique ou un calcul savant ou quoi d'autre? Est-il normal qu'un président d'un pays autorise tous les étrangers à voter? C'était déjà compliqué d'autoriser les Français qui étaient hors de France à voter, mais autoriser tous les étrangers sur le sol étranger à voter, pour M. Biden, même pour les États-Unis d'Amérique, c'est absolument renversant, quoi. Il se passe quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. Le réchauffisme, il est complètement contredit en ce mois d'août, alors que le Montana, qui est un des États des États-Unis, qui reçoit d'habitude, ma foi, des beaux rayons de soleil au mois d'août, qu'est-ce qu'il a ramassé? Des kilos, des tonnes de neige. Il neige au Montana au mois d'août, ça n'existait pas avant.
qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a des choses du climat qui se passent qui n'existaient pas avant. Et quel est l'intérêt pour une cabale éventuelle de mettre de la neige au Montana au mois d'août? Je vois pas très bien. Donc il y a forcément quelque chose de l'ordre de la perturbation, du signal global, du attention, il va se passer quelque chose, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Et puis, il y a la patronne de YouTube. Vous savez, c'est Madame Suzanne Wojcicki. J'espère que je prononce bien son nom. Alors, on la cherche, hein. Alors, est-ce qu'elle est tombée dans un trou? Est-ce qu'elle a été kidnappée? Est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas où elle est. Voilà. D'autant que Monsieur Anthony Fauci, mais excusez-moi pour la prononciation, hein, Anthony Fauci, malade également, dont on ne sait trop quoi, d'ailleurs, officiellement, hein, et il y en a plus de ses nouvelles. On ne sait pas quoi. Et puis, on a tout récemment l'arrestation de Pavel Durov. Alors, Pavel Durov, c'est ce monsieur qui est patron de Telegram. On en a déjà parlé sur ce canal. Alors, c'est un peu compliqué comme affaire, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant différents textes, en les croisant. Il y avait autant d'intérêt pour les Russes que pour les Français à ce qu'ils veuillent bien leur donner cette fameuse porte arrière, backdoor, comme on dit en informatique, par laquelle l'État aurait pu pénétrer pour aller chercher les informations concernant tous les adhérents ou tous ceux qui passent par un Telegram, quoi, hein, c'est-à-dire vous et moi, quoi. Hein. Et monsieur Durov a refusé. Et non, il y aura pas, je ne vous céderai pas de backdoor, je ne vous céderai pas tout ça. Contrairement, par exemple, à un monsieur Elon Musk qui a accepté, lui. Et lui, il a moins d'ennuis. Mais il est pénétré, il est infiltré en quelque sorte par l'État américain qui est en possession, qui est en capacité d'aller voir ce qui se passe sur son propre outil, sur sa propre créature. Voilà. Alors, Philippe, monsieur, oui. Philippe, Oui. tu parles d'Elon Musk. Oui. Il faut savoir qu'Elon Musk, le Brésil, encore une fois un juge brésilien vient de faire interdire son réseau X, hein, ex-Twitter, au Brésil. Pourquoi? Parce que il promotionne la vraie liberté d'expression et ça dérange certains. Et donc, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, je voudrais rajouter une chose, c'est que pour en revenir encore à la démocratie athénienne, qu'est-ce qui fait que cette démocratie athénienne, malgré les guerres, malgré tout ça, elle a subsisté quand même pendant 140 ans? C'est que les gens du peuple s'étaient aperçus qu'au moment de leur réunion à l'Assemblée du peuple, qu'ils avaient droit à la parole. Et donc ça, une fois qu'on y a goûté, on n'a pas envie d'en sortir. Donc, à partir du moment, ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est que les oligarques qui nous ont bâillonnés pendant des siècles et des siècles sont en train de se rendre compte qu'avec des moyens comme Internet et les réseaux sociaux, les peuples commencent à se réveiller. Donc, ils ont peur de ça. Donc, ils utilisent tous les moyens pour essayer de bâillonner en utilisant le système, en utilisant les juges, en utilisant l'État profond. Ils font tout pour que les peuples ne se réveillent pas. Parce qu'ils savent que si les peuples se réveillent, ils seront balayés. Oui, merci Bruno. Rapidement, pour laisser Echad de la parole, pour mettre au point quelque chose. La liberté d'expression, c'est très beau, mais il ne faut pas la confondre avec l'anonymat, qui est un autre phénomène. L'anonymat, c'est ce que beaucoup de gens qui aiment la liberté d'expression veulent aussi utiliser. Je veux bien dire des choses, mais pas sur le speaker's corner, comme on disait en Angleterre à Londres, hein, où il y avait quelqu'un qui montait sur une caisse à savon, qui expliquait ce qu'il pensait de la vie politique du roi, de la reine et du Saint-Frusquin. Et ça, c'était la liberté d'expression associée à la non, comment dirais-je, à la non anonyme. Enfin, c'est pas anonyme, quoi. Tout le monde est face caméra, tout le monde est capable de dire le monsieur qui est sur la caisse à savon, je connais son nom, son adresse, le nombre d'enfants qu'il a, etc. Alors que nous, on confond les deux. C'est-à-dire qu'on confond la liberté d'expression avec l'anonymat. On dit, tiens, bah, je suis en liberté d'expression. Oui, mais t'es anonyme. T'es obligé d'être anonyme parce que si t'es pas anonyme, tu vas te faire attraper, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas tout à fait dans une liberté totale, mais c'est mieux que rien. Voilà. C'était ma petite remarque par rapport à tout ce qu'on entend, liberté d'expression et anonymat. Oui. Alors, justement, je vais parler d'anonymat. L'anonymat, c'est un principe spirituel qui consiste à estimer que l'action est plus importante que la personne. Attacher plus d'importance à la personne qu'à l'action, c'est de l'idolâtrie ou de l'idolâtrie inversée si la personne a fait un méfait. Et qu'on la met en première page avec sa photo sans expliquer pourquoi elle a fait ce méfait. Donc l'anonymat étant un principe spirituel, il est très important dans toutes les fraternités de rétablissement. C'est un des principes. Et par contre, c'est le contraire de la fuite de responsabilité. Chacun est responsable de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Toutefois,
nous attachons plus d'importance aux actions qu'aux personnes. Si quelqu'un nous fait du bien, nous remercions la personne parce que le bien est passé à travers elle, certes, et nous remercions en même temps l'univers de nous avoir procuré ce bien à travers cette personne. C'est ça l'anonymat. Et ça se respecte. On nous a fait de l'anonymat un espèce de truc où on peut voter n'importe quoi en n'assumant pas les raisons de son choix. Nous, au Conseil national de transition français Canal historique, nous souhaitons que les gens fassent des choix et non pas les justifient, mais les détails. Pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi telle et telle décision. Merci de m'avoir entendu. Alors, qui va reprendre? Sur ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est clair, hein, il a tout à fait raison. L'anonymat, c'est une manière de se cacher quelque part et de ne pas montrer qui on est vraiment. On peut tout à fait être un fervent partisan de telle liberté au bistrot du coin, et dès qu'on est dans l'isoloir, on peut voter différemment. Donc l'anonymat ne garantit pas la franchise des choses. On peut pas à l'anonymat, non. Voilà. Alors par exemple, c'est pour ça que les sondages ont leurs limites. Vous allez faire un micro-trottoir, ça va se passer comme ça, on va dire tiens, c'est du 60-40. Et en fait, dans les urnes, ça va être du 49-51 par exemple. Donc il y a un grand pas entre la roche tarpéenne, comme on disait chez les Grecs, et le Parthénon. Voilà. D'un côté, on était béni, de l'autre, on était jeté du haut de la roche si ça n'allait pas, quoi. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a un grand pas entre la vérité des sondages et la vérité des urnes. Ce ne sont pas les mêmes vérités. Très bien. Eh bien, je crois que nous allons conclure cette émission. Alors, je vais le faire ainsi. L'oligarchie nous veut du mal. C'est pas compliqué. Faisons-nous du bien. Soleil, détente, bonne humeur et bien-être. Bah, évidemment, un trait primordial pour la santé et puis également de façon à bien résister. Merci Bruno. Merci Philippe. Merci Jean-Pierre. Merci Yota également. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Notre prochain rendez-vous mercredi aux alentours de 19h30. Merci. Au revoir.